Prison de Nivelles, cellule numéro 26, 1972. Presque 2 années terribles pour Joricho s'étaient écoulées depuis son procès. Mais dernièrement, un miracle venait de se produire. Edmonde s'était enfin décidée à lui répondre pour la Noël. En bonne chrétienne, elle avait trouvé au fond de son cœur la force de pardonner. Le temps n'y faisait rien à l'affaire, son amour n'avait pas failli, bien au contraire. Il s'était renforcé par l'absence et le manque. Elle, qui avait déjà un fort caractère, était devenue depuis ces rudes épreuves une femme plus déterminée que jamais. Ce que femme veut, Dieu le veut. En discutant avec Rémy Bollwinkel à propos de Moulinsart frère et de l'affaire de la trahison de Jacques, Edmonde avait acquis une conviction nouvelle concernant Joricho. Il serait la victime d'une erreur judiciaire dans laquelle il endosserait le rôle parfait du bouc émissaire. Edmonde avait eu le temps de réfléchir et elle y voyait plus clair. Il lui fallait désormais avancer et surtout agir. La vente de tous les biens communs acquis avec Henri avait permis à la baronne d'être très à l'aise financièrement. Elle s'était débarrassée de tout le superflu matériel qui l'avait entourée dans sa vie d'avant. Les 3 voitures de luxe, la propriété de la Licorne, la maison de Balmoral au bord du lac de Warfaz et la superbe villa de Cocq-sur-Mer furent toutes vendues. Le père Bergamote l'avait convaincu d'envoyer son petit Pascal adoré étudier chez les jésuites à Charleroi. C'était sa seule grosse dépense et aussi son crève-cœur. Elle devait se priver de lui la plupart du temps. Pascal en souffrait, mais c'était pour son bien. Aussi cela permettrait à Edmonde d'avoir les coudées franches. Elle menait un petit train de vie. L'argent servait uniquement à la cause qui lui tenait désormais à cœur, le combat de sa vie, faire sortir son bel amour de sa prison. Pour réaliser son objectif, elle avait décidé de s'installer dans une maison à Braine-le-Château, entre Bruxelles et Nivelles. Cette position géographique lui permettait de facilement rendre visite à Joricho et de pouvoir se rendre rapidement dans la capitale pour toutes les démarches et investigations nécessaires à la réalisation de son but. Fort de ces bonnes nouvelles, Joricho relevait la tête. L'espoir revenait du diable Vauvert, et Edmonde revenait enfin vers lui. Et surtout, son amour pour lui était intact. Peu importait ce qui l'avait poussé à changer sa position. Il ne voulait pas savoir. Il voulait juste savourer ce moment, qu'il n'espérait plus, même dans ses pensées les plus optimistes. Ce qui lui apparut primordial dans la lettre qu'Edmonde lui fit porter par son avocat fut qu'elle se saisissait enfin à bras-le-corps de son destin judiciaire, et qu'elle allait mener l'enquête à sa place avec les moyens nécessaires. Elle lui expliquait longuement qu'elle voulait lui donner la chance de prouver son innocence et qu'elle-même y croyait désormais profondément. Joricho revenait de très loin. Il en avait une conscience aiguë. Elle avait lu tout son courrier en une seule fois. Une remarque sévère d'Edmonde sur les fautes d'orthographe qui jonchaient ses lettres avait provoqué en son fort intérieur une véritable catharsis. Au premier regard, la remarque d'Edmonde lui était apparue très secondaire. Puis une étincelle avait jailli dans son esprit. Elle lui demandait de lire entre les lignes, d'avoir simplement la volonté de s'améliorer, mais surtout, elle insistait sur la nécessité de réorienter son désir, afin de réorienter sa vie. Un désir adéquat devait être le déclencheur du changement, retrouver l'estime de soi pour retrouver celui d'Edmonde. Il voulait la reconquérir par le mérite. Un besoin impérieux d'accéder à la reconnaissance d'Edmonde éclairait tout son être. L'amour seul ne suffisait pas, et il le visualisait bien maintenant. C'était très clair dans son esprit. Il ne pouvait pas, sans changer sa vie, rester un homme désirable à ses yeux. Donc il décida de réagir fortement. Il demanda à Edmonde des cahiers, des stylos, des livres et des journaux. Il s'inscrivit à un cours de français par correspondance. Joricho n'avait jamais vraiment connu l'école, ni plus tard eu le désir d'accéder à la connaissance. La débrouille, dans la rue, avait constitué son unique formation et son école de la vie. Ce fut une bonne école, mais qui avait fait son temps. Les religieux de son institution pour adolescents difficiles n'avaient pas réussi non plus à le porter vers des hauteurs spirituelles. Joricho n'avait jamais eu la chance de rencontrer un mentor qui l'aurait éloigné de l'esprit de la rue. Edmonde se révélait clairement à lui comme sa bienfaitrice, son ange gardien. Elle était à la fois son amour et sa chance de rédemption. Avant qu'il ne fût trop tard pour lui, le temps était donc venu de changer. Il avait conscience qu'une bataille d'envergure l'attendait et l'obligeait à sortir de sa zone de confort.
Aussi les coups de flingue lui semblaient insuffisants pour combattre ceux qui l'avaient enfermé dans ce trou à rats. Il devait s'armer d'autres armes afin de pénétrer un autre monde, un monde de ruse et de filouterie, où il faut de l'esprit, des lettres, du bagage intellectuel et culturel pour s'en sortir. À l'extérieur de la prison, il aurait sans doute continué à se perdre malgré ses bonnes intentions. Ici, seul au fond de sa cellule numéro 26, il avait conscience qu'il ne devait plus perdre un seul instant de ce précieux temps qui lui était offert de se reconstruire.